Donc bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine du patrimoine, programmée en partenariat avec le campus des métiers et des qualifications du patrimoine, des métiers d'art et du tourisme pour sa quinzaine. Donc d'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux professionnels. Donc notre thème aujourd'hui sera charpentier restauré pour durer et je remercie Monsieur Benoît Dulion, charpentier chez Dulion Charpente, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Donc nous allons démarrer avant de laisser la parole à Monsieur Dulion par quelques petites informations sur le domaine du patrimoine en région Centre-Val de Loire. Donc la région est connue à la fois pour son patrimoine architectural et naturel, et pour l'entretenir, le faire vivre, le faire connaître, de nombreux métiers existent, qu'ils soient en lien avec le patrimoine bâti, la conservation ou la valorisation du patrimoine. Il y a également une trentaine de formations en région qui vont du CAP au master. Alors vous, Monsieur Dulion, quelle a été votre formation? Alors moi, c'est un petit peu particulier. J'ai une formation en fait de... Enfin, je vais vous prendre l'histoire depuis le début. En fait, mon père, un jour, me dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Papa, je veux faire couvreur. Voilà. Parce que je me suis dit, pourquoi pas la couverture mon père avait une entreprise de charpente de couverture. J'ai dit, tiens, je me verrais bien couvreur. Il me dit, non, tu feras charpentier. Ah, bon, d'accord. Donc, je suis devenu charpentier de fait, voilà, sans trop avoir le choix, alors sans aucun regret hein, d'ailleurs, hein, il n'y a aucun problème. Mais bon, comme à 15 ans, on ne sait pas forcément trop ce qu'on veut faire, mais j'étais dans la bonne direction. Et donc, j'ai fait un parcours assez classique qui était lycée professionnel, voilà, en 3 ans, première, deuxième, troisième année, CAP de charpente. Et puis, après ça, je suis venu travailler à l'entreprise familiale quelques années. Et après j'ai fait mon petit tour de France à moi, non pas du tout avec les associations et fédérations compagnonniques, mais voilà, j'ai fait plusieurs entreprises en région parisienne, différentes activités. Notamment, il y avait une entreprise qui faisait pas mal d'étéments, des étéments d'urgence, des choses comme ça sur Paris, d'autres qui Excusez-moi, font peut-être juste expliquer ce qu'est un étaiement. ah, un étément. Pardon. Oui, alors un étément, c'est des consolidations provisoires qui permettent de maintenir un bâtiment qui menace ruine, ou ça peut être des étaiements, on peut les faire dans le cadre d'accompagnement d'un chantier de restauration ou de réhabilitation d'un bâtiment. Donc c'est mettre des étais, mais c'est pas seulement mettre des étais sous un plancher hein, ou des poutres. Il y a tout un travail comme de recherche, d'études, de calcul un petit peu de résistance. Voilà. Donc c'était pour moi une découverte vraiment de monde de l'étaiement, très technique, et qu'on a mis en application dans les années suivantes là, à l'entreprise. Quand je suis revenu de mon petit tour de France, d'ailleurs, qui était un tour de France parisien, ici dans Lyon, et on a développé, nous, l'activité monument historique au fil du temps et en étant de plus en plus spécialiste. Alors, il y a une question dans le chat pour savoir la différence entre le métier de couvreur et charpentier. Alors, le couvreur, il va poser les tuiles sur la charpente. La charpente, c'est vraiment la structure porteuse de la toiture, de la couverture. Voilà. La toiture, en fait, c'est l'ensemble, charpente et couverture. La couverture, c'est l'étanchéité du bâtiment par le toit. Voilà. Et le charpentier, lui, fait la structure. Sauf que le charpentier fait la structure de charpente qui va porter les tuiles, mais il fait aussi souvent la structure de plancher. Voilà. Il fait aussi beaucoup maintenant, ça se fait beaucoup sur les maisons ossature bois. Les murs, on en voit un petit peu partout maintenant, des maisons comme ça qui sont faites en panneaux d'agglo, en structure un peu américaine, qu'on pourrait dire. Voilà. Et aussi tous les pans de bois sur les maisons anciennes qu'on peut voir. On en voit beaucoup dans le Val-de-Loire, des maisons à pans de bois où on voit les poutres des murs apparentes sur les murs verticaux. Voilà, ça, c'est des pans de bois. Et le charpentier, c'est son travail. En fait, c'est l'homme du bois, de la structure bois dans la maison. D'accord, très bien, merci. Alors pour parler un petit peu de, là, votre, métier actuel, donc qu'est-ce que, vous faites actuellement dans votre, métier avec, quelles responsabilités? Alors moi, je suis co-gérant de l'entreprise. Je travaille avec ma sœur, elle qui s'occupe de toute la partie qui est quand même assez prenante, toute la partie administrative et gestion financière de l'entreprise. Et moi, je m'occupe de toute la partie technico-commerciale, même si je n'aime pas le terme, mais c'est toute la partie technique du métier.
d'aller voir les clients, de faire les réunions de chantier avec les architectes, et puis de faire toute la partie technique avec le personnel, avec les ouvriers, de manière à leur expliquer les ouvrages qu'on a prévus, de manière à respecter les devis qu'on a passés avec nos clients. Voilà, c'est toute la partie qui est extrêmement intéressante, hein. C'est prenant, ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi mon métier, c'est ma passion. Donc, c'est vraiment la partie technique du métier de charpentier. Aujourd'hui, dans une entreprise un petit peu structurée comme la nôtre, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de la partie administrative et forcément un technico, enfin, ce qui est souvent le chef d'entreprise, qui s'occupe de toute la partie technique. Et là, vous avez combien de personnes dans votre entreprise? 14 personnes, voilà, D'accord, 14 charpentiers et couvreurs, enfin 14 charpentiers couvreurs, dont 2 qui sont vraiment spécialisés couverture, hein. Tous les autres sont spécialisés quand même charpente. d'accord. Alors, il y a une question également dans le chat, c'est, quel est le quotidien d'un charpentier sur un chantier? Et ben, le quotidien d'un charpentier sur un chantier monument historique, c'est comment? D'appréhender le site. Quand je dis le site, c'est l'ensemble du bâtiment, de bien comprendre le fonctionnement d'un bâtiment, de bien comprendre ensuite le fonctionnement d'une charpente, de voir les points positifs, négatifs dans une charpente de manière à la restaurer. Nous, on restaure une charpente au même titre qu'un restaurateur de meubles va restaurer une armoire, une armoire ancienne. On a la même approche technique et historique. Même si en finale, nous, les bois vont faire des fois plusieurs centaines de kilos, hein, comparé à un élément d'une porte sur un meuble. Voilà. Mais l'approche est exactement la même. Et nos chefs d'équipe, ils sont formés à cette approche archéologique de la charpente, voilà, pour me parler du domaine monument historique. Et pour la partie charpentier, on va dire plus classique, pardon, qui va être la fabrication de charpente en atelier et de pose de charpente sur de la maison individuelle, des choses comme ça, où là, il y a pas toute cette recherche historique, hein, c'est un petit peu moins passionnant, en tout cas pour moi. Et dans l'exécution du travail du charpentier chez nous, il va être, il va être dès la phase de finale de l'étude, au moment du début de l'exécution du chantier, il va prendre le chantier du début à la fin sur toute la partie organisation, technique, le côté historique et avec beaucoup de liberté sur les techniques qu'on va mettre en œuvre. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi, avoir, choisi de travailler plus spécifiquement sur les monuments historiques? Mais parce que c'est passionnant. Ouais, Et on a la chance aujourd'hui de travailler au château d'Amboise, d'être sur la chapelle du château d'Amboise, qui est un édifice remarquable, avec quand même, vous avez à l'intérieur de la chapelle, le tombeau de Léonard de Vinci. Donc, quand vous parlez autour de vous, quand moi je vois d'autres clients ou des architectes et que je leur dis, on travaille actuellement sur la chapelle du château d'Amboise, waouh, quoi. Voilà. C'est quand même bien plus valorisant, en tout cas pour moi, hein. Moi je le vois comme ça. Après, je peux comprendre que des jeunes soient moins passionnés, moins intéressés par le côté patrimonial. Et voilà, on a été consultés pour participer à l'appel d'offres de Notre-Dame. Voilà, on a de fortes chances de travailler dans les mois qui viennent sur la restitution des charpentes de Notre-Dame. C'est tout l'intérêt du patrimoine. Si on voyage dans le temps, voilà, tout en respectant les techniques et la sécurité d'aujourd'hui, évidemment. Mais voilà, j'ai coutume de dire assez souvent, des racines et des ailes, chez nous, c'est tous les jours. Voilà, je suis pratiquement tous les jours sur un nouveau chantier ou sur un chantier de patrimoine, d'églises, de cathédrales, de châteaux, de maisons anciennes à restaurer, de moulins. C'est extrêmement riche. Et en plus, on voyage dans le temps. Il y a aussi une approche qui était indispensable quand on veut travailler sur les monuments historiques, c'est la connaissance, c'est un peu l'histoire de l'art. Voilà. Il faut connaître vraiment son métier dans son histoire. Si vous avez que la technique, vous n'avez pas l'histoire, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir des compétences sur les techniques utilisées par nos anciens, sur les techniques de construction de charpente et de bâtis anciens. alors justement pour acquérir ces techniques, est-ce qu'il y a des formations spécifiques ou c'est des choses qui s'apprennent par la transmission entre, charpentiers ou entre professionnels? Alors malheureusement, il y a pas d'école de formation. Et on a les compagnons du devoir ou de la fédération, les 2 associations, ils vont évoquer un peu le sujet. Mais ça n'est pas fouillé, parce que ça n'est pas du tout dans les cursus classiques des charpentiers, puisqu'on forme en France aujourd'hui
95% de charpentiers pour faire de l'ossature bois ou de la charpente classique traditionnelle, hein, de pavillons, de choses comme ça. Et le métier a été beaucoup pris par les machines. Donc aujourd'hui, le charpentier fabrique de moins en moins ses charpentes. Donc ça veut dire que les centres de formation se sont adaptés aussi au métier, se sont adaptés à ce que, aux besoins qu'on a en France de charpentiers. Donc de moins en moins de charpentiers qui fabriquent leurs charpentes. Voilà. Mais c'est quand même à aborder dans les différents centres de formation. Mais pour la partie patrimoine et monuments historiques, il n'y a aucune école, voilà, qui vont donner toutes ces clés. Et la meilleure école, c'est l'entreprise spécialisée comme les nôtres, comme notre entreprise, et il y en a d'autres, où on est spécialisé en monuments historiques et ça s'apprend avec le temps, il faut 5 à 10 ans, suivant le niveau du jeune, pour arriver à un niveau chef d'équipe. Donc, chef d'équipe, chez nous et dans la plupart des entreprises, c'est des gens, des jeunes indépendants dans leur équipe, qui gèrent leur chantier de A à Z et, dans lequel on aura pris le soin et le temps de leur donner toutes les clés sur la partie historique de la charpente. Très bien. Alors, il y a une question dans le chat, alors c'est un petit peu sur les qualités, donc si vous voulez, développer un peu aussi, savoir si, par exemple, il faut de la force physique pour, travailler dans le domaine de la charpente? Ah, il faut surtout un cerveau. Je vais sans doute en faire sourire quelques-uns. Voilà. On a des femmes, c'est pas la majorité, bien évidemment, hein. Voilà. Mais il y a des femmes des femmes charpentiers, charpentières, voilà, qui s'épanouissent dans le métier. On a une jeune, qui a fait 2 ans chez nous, qui a fait sa formation, puis après qui est retournée, plus près de chez elle, de sa famille. Mais, voilà, il faut avant tout un cerveau. On a aujourd'hui des moyens mécaniques, de grues, de nacelles, de systèmes de levage de toutes sortes, hein, pour lever une poutre de quelques centimètres ou de plusieurs dizaines de mètres. On arrive à déplacer des charges très lourdes sans trop forcer. Voilà. Alors, des fois un petit peu, mais on a tous les moyens mécaniques nécessaires aujourd'hui pour travailler et en sécurité au niveau des chutes, etc., mais en sécurité au niveau des troubles, de ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques qui sont dus aux, aux efforts répétitifs, aux fortes charges. Et de manière générale, au niveau des qualités qui seraient nécessaires, selon vous? Euh, c'est d'avoir, alors c'est pas forcément d'être bon en maths, mais d'avoir aussi beaucoup d'imagination. Sur une charpente, quand on va créer une charpente, on en fabrique nous régulièrement des charpentes, mais toujours dans le principe des charpentes anciennes, hein, voilà. Il faut pouvoir se visualiser en fait une charpente avant qu'elle soit en place. Donc ce qu'on appelle, c'est la vue d'ensemble, la perspective. Voilà. C'est être assez bon en dessin, en géométrie, voilà, même si ça s'apprend, hein, voilà. Et puis avoir un petit peu de jugeote. Voilà. Aimer le travail manuel. Il est vrai que les métiers du bâtiment, et celui de charpentier en fait partie, où c'est des métiers peut-être un peu difficiles, où on est dehors quand il fait froid, ou quand il fait chaud, ou quand il pleut. C'est pas toujours facile les conditions de travail, je le reconnais aisément, même si au niveau des chantiers aujourd'hui, on a toutes les installations qui sont quand même plutôt très bien avancées au niveau des cabanes de chantier et tout. On a un confort de travail, une qualité de travail qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait il y a encore même que 10 ans. Mais voilà, c'est les qualités, c'est de l'imagination, de la comment, un petit peu de force, hein, quelqu'un qui est tout gringalet et voilà, mais quoi qu'il arrive, moi j'ai été apprenti, ensuite j'ai été ouvrier pour aujourd'hui être chef d'entreprise. Les ouvriers de demain sont les chefs d'entreprise d'après-demain. Ça, il faut bien se l'imaginer. Vous pouvez très bien démarrer dans une entreprise, quelle qu'elle soit, mais aussi notamment dans la charpente et dans le monument historique en particulier, en étant simplement apprenti pour finir un jour, si vous êtes bon, voire même très bon, chef d'entreprise, et puis gérer comme moi une entreprise de 14, 15, 20, 30 personnes, il n'y a aucun problème. Et vous parliez des conditions, de travail. Il y a comme question justement de savoir si c'est pas, dur de travailler toujours dehors? Et vous y avez répondu un petit Ben, peu. oui et non, parce qu'il y a l'effort physique que vous allez avoir sur un chantier. Alors déjà, ça vous entretient la forme, hein, attention. Hein, on n'est pas dans des tâches répétitives comme à l'usine où c'est le dos tout le temps qui va apprendre, etc. Non, il y a des postures, il y a une habitude, des techniques à apprendre. Comme les techniques professionnelles, il y a des techniques de sécurité et de port de charge qui fait que ben, vous abîmez pas le dos.
ça se passera plutôt bien. On a tout le matériel, et cetera, en plus à côté, voilà. Mais c'est avant tout travailler avec son cerveau. Si vous travaillez avec votre cerveau, vous ne travaillez pas avec vos muscles. Après, c'est ce que, alors je sais pas s'il y a des élèves qui étaient présents sur l'intervention du tailleur de pierre, lundi, qui disaient que, c'était un travail qui restait physique, donc dans tous les cas, ils ressentaient pas le froid. Parce qu'en fait, le fait d'être en activité et cetera, c'était, enfin c'était, ça faisait que les conditions n'étaient pas, forcément si dures à vivre, que ça. Enfin, en tout cas, le froid, par exemple, n'était pas forcément ressenti, Alors, il y a l'aspect direct des conditions climatiques. Ah, c'est vrai que quand il pleut, vous êtes trempé, voilà. Mais il y a aussi l'enrichissement personnel. Quand vous êtes sur un monument comme la chapelle, la chapelle du château d'Amboise, où là, on va travailler bientôt, nous, sur le pont d'accès au donjon du château de Vincennes, ou, je l'espère, à la fin de l'année sur Notre-Dame. Vous avez Même s'il pleut, vous êtes sur des sites exceptionnels. Voilà. Vous avez la chance, vous, d'être celui ou celle qui va, avec son travail, voilà, transmettre quelque chose. C'est pas une maison individuelle, un petit pavillon ou une maison en ceinture-bois dans un lotissement. Vous construisez quelque chose, vous restaurez quelque chose pour les siècles futurs. Voilà. La chapelle du château d'Amboise, une fois que la charpente sera restaurée, on est reparti pour 150 ans. Pendant 150 ans, il n'y aura pas d'intervention de charpentier. On travaille vraiment pour les générations futures. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Voilà. Quand on travaille, nous aussi, assez régulièrement sur des roues de moulin, sur des moulins, des choses comme ça, on travaille dans des conditions des fois un petit peu compliquées parce que vous êtes à travailler dans l'eau, à proximité de l'eau. Voilà. Quand c'est au mois de juillet, bah, on a tous tendance à être en short et en tongs. C'est plutôt sympa. Quand c'est au mois de février, c'est un petit peu moins drôle. Mais il y a le plaisir d'avoir réussi à bâtir quelque chose et d'avoir fait quelque chose de très beau qui va compenser un petit peu les conditions des fois qui ne sont pas très drôles, je le reconnais. mmh. Alors une autre question dans le chat, de savoir s'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir dans le domaine de la charpente? Énormément. Alors, le bâtiment, aujourd'hui, on est dans une période extrêmement faste où il y a une forte demande de, de jeunes, voilà, à former. Hein, on est bien conscient qu'un jeune qui sort du collège, qui cherche une orientation, il aura aucune expérience, et ça, on en est tout à fait conscient. Mais tout l'ensemble des entreprises du bâtiment recrutent, les charpentiers en particulier, et dans le domaine du mobilier historique, comme on est, tout particulièrement. Voilà. Il faut prendre le cursus classique de CAP de charpente, bac pro ou brevet professionnel. Après, chacun, et puis de faire. Moi, je suis plutôt favorable à l'alternance. Donc, c'est plutôt l'apprentissage. L'intérêt de l'apprentissage pour vous, les jeunes, c'est vous allez être à l'école, en alternance, en entreprise, voilà, et vous aurez quand même un petit salaire. Que si vous êtes en lycée professionnel, vous n'avez aucune autonomie financière. Vous allez apprendre vraiment que de la théorie et pas vraiment de réelles pratiques en entreprise. Il y a quand même un petit décalage entre ce qu'on apprend en lycée professionnel et vraiment en apprentissage. En apprentissage, vous êtes au cœur du métier. Voilà. Et la progression est bien meilleure, à mon sens. Voilà. D'accord, donc après, si on doit aller, de manière un petit peu plus générale, quel serait, pour vous, l'objet qui représente le mieux votre métier? Ah, il y en aurait plusieurs. Il y aurait ce que j'appelle la bisaiguë, le fil à plomb. Ce sont des outils de taille ou des outils de traçage. Voilà. Nous, on utilise les mêmes techniques de traçage on a mécanisé évidemment, hein, on coupe plus avec des scies à main, hein, on coupe avec des scies mécaniques, électriques. Voilà. Mais voilà, on a gardé nous dans nos outillages, dans nos techniques, les traditions du XIIIe siècle. Voilà. Et donc on a des outils emblématiques qui sont oui, la bisaiguë, qui sont l'herminette, qui sont le fil à plomb, qui sont des outils courants chez nous, qu'on utilise régulièrement. Ce sont les mêmes outils depuis 800 ans. Ils ont très OK. peu évolué. Et alors, dernière question, sauf s'il y en a d'autres qui sont posées dans le chat, ensuite. Quel serait votre plus beau souvenir professionnel? Est-ce qu'il y a un chantier particulier qui vous a marqué, pendant votre carrière? Il y en a pas mal, il y en a pas mal, mais un qui vraiment
Enfin, il y en a 2. En fait, 2 qui m'ont vraiment scotché, 2 endroits, dont un qui est, la cathédrale de Sens. Donc c'est dans le nord du département de l'Yonne, où j'avais été invité par l'architecte des Bâtiments de France à visiter les charpentes. La première fois où j'y allais, où quand on est rentré dans le grand comble, j'ai été mais vraiment, soufflé par le gigantisme de cette charpente, cette puissance que ça dégage et cette technicité, mais absolument remarquable, voilà, de cette charpente. Où ça vraiment, ça m'a marqué et encore maintenant. Voilà. Et j'ai la chance de pouvoir y retourner assez régulièrement. Donc j'en ai profité. J'ai fait beaucoup de photos. On y travaille de temps en temps sur des travaux d'entretien. Donc j'ai la chance d'y aller de temps en temps. Et un autre endroit, mais qu'un autre endroit aussi du patrimoine, qui est la basilique de Vézelay, même si ça n'a aucun rapport avec la charpente, parce que c'était juste, en fait, j'attendais, moi, le père abbé pour aller voir un problème dans le clocher. Et puis en attendant le père abbé dans l'entrée de la basilique de Vézelay, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc il y avait, une sœur qui faisait des visites, un petit groupe qui attendait et ils ont ouvert les portes entre l'entrée, ce qu'on appelle le narthex et la nef, donc la grande entrée de l'église abbatiale. Ils ont ouvert les portes et là, il était 9 heures du matin, vous avez le soleil levant et là, on sent toute cette énergie, toute cette puissance, toute cette beauté, c'était extraordinaire. La lumière qui rentrait par les vitraux du chœur, qui éclairait toute la nef, c'était absolument magique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est un souvenir très intense, surtout que je m'y attendais pas. Quoi. Voilà, moi j'attendais bêtement. Voilà. Donc, moi je suis un amoureux du patrimoine. J'espère vous avoir en tout cas intéressé sur le sujet. Et Je veux dire, moi, oui, dans tous les cas, parce que je dois dire que, bah, pareil, hein, je suis très, très sensible à ça et surtout en Centre Val de Loire, on a la chance d'avoir un patrimoine qui est vraiment, ouais, vraiment très riche, hein, donc et je suis persuadée que les élèves qui écoutent, aussi, enfin, ont senti en tout cas à quel point vous vous étiez intéressé par ce domaine. ouais. Merci beaucoup monsieur Dulion Alors d'avoir juste ajouter allez-y. une petite chose, c'est quand vous visitez une charpente ou vous avez, peut-être vu, une visio avec un tailleur de pierre, c'est que quand vous touchez une pierre, une gargouille sur une église, sur une cathédrale ou quand vous touchez un morceau de charpente, nous, ça nous arrivait il y a quelques années, j'avais fait un petit peu la démonstration à un jeune apprenti qui était chez nous. On démonte un morceau de charpente et je lui dis: «Tiens, donne-moi ta main» et je la pose sur le tenon. Donc on venait d'ouvrir un élément de charpente et je lui pose la main sur le morceau qu'on venait d'ouvrir. Et là, je lui dis: «Tu vois, il y a 500 ans, voilà, que personne n'a mis sa main à cet endroit-là. Donc là, le dernier qui a mis sa main, c'est le charpentier qui a taillé la charpente». Voilà. Donc c'est pour dire vraiment cette valeur qu'on a dans le patrimoine, dans le monument historique, cette transmission, cette envie de transmettre, non pas seulement des valeurs, mais de transmettre aussi de la technique, transmettre notre savoir-faire et faire du travail d'excellence. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ça Je vous en prie. sera, le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette, interview donc, de Monsieur Dulion. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver en replay, différentes interviews de professionnels sur, la chaîne YouTube du service orientation ou sur le site orientation-métiers. N'hésitez pas, donc cet après-midi, on a une nouvelle intervention sur, celle d'un chef de projet web et demain une chercheuse dans le domaine du patrimoine. Donc, je vous invite à vous connecter également. Merci encore Monsieur Dulion. Merci bien. Au revoir. Au revoir.